Parce que j'aimerais bien l'entendre parler, qui m'appelle maman, qui m'explique ses besoins, qui m'explique sa douleur. Sur le territoire nord-montréalais, on n'a pas de service pour les enfants à besoins particuliers. Non, parce que j'étais dans cette période-là qui était, je veux pas que mon enfant ait de diagnostic parce que j'avais peur de l'étiquette. Un enfant à besoin particulier est un enfant qui, en raison d'un handicap, de troubles de développement ou de difficultés d'apprentissage, a besoin de soutien spécialisé pour bien évoluer dans son école, dans sa communauté ou bien à la maison. On peut parler de cas d'autisme, de troubles du langage, de retard global de développement ou encore de troubles de l'attention. Quand ces enfants grandissent dans des quartiers comme Montréal-Nord, où plusieurs familles sont nouvellement arrivées de l'étranger et souvent avec un statut précaire, leurs besoins se heurtent à d'autres défis, souvent liés au manque d'accompagnement et au manque de ressources. Dans le quartier de Montréal-Nord, près de la moitié des habitants sont issus de l'immigration. Selon un rapport de la Direction régionale de la santé publique de Montréal, publié en 2017, environ 7% des demandeurs d'asile de la région métropolitaine résidaient dans ce quartier. Mais selon les organismes nord-montréalais consultés, ce nombre a probablement augmenté en raison de la hausse de l'immigration provenant des États-Unis. On a au-dessus de 600 familles qu'on suit. Et de ces 600 familles-là, on a quand même 90% qui est demandeurs d'asile. Et majoritairement, c'est la communauté haïtienne, c'est la première communauté. La deuxième, on peut avoir quelques latinos du Maghreb. L'organisme Entre Parents, situé à Montréal-Nord, a pour mission d'accompagner et de soutenir les familles du quartier. Ces enfants-là arrivent avec un parcours différent. Alors, le fait qu'ils ont fait quand même plusieurs pays, des fois d'emprisonnement, ils sont emprisonnés, pas avec les parents. On a des enfants qu'on a présentement, qui sont issus de viols par rapport au trajet et tout. Ils arrivent avec des traumas. Les parents arrivent avec un trauma, les enfants arrivent avec un trauma. Les besoins, l'accompagnement est différent. Sur le territoire nord-montréalais, on n'a pas de service pour les enfants à besoins particuliers. On est obligé de les envoyer sur d'autres territoires, Laval, dans la région de Montréal. Pour ces familles, les défis sont nombreux. Démarches administratives complexes, barrières linguistiques, précarité économique et isolement. Lorsqu'un enfant d'une de ces familles présente des signes de troubles moteurs ou psychologiques, les défis de ce genre s'accentuent. Quand les parents ils arrivent, c'est un double enjeu. Il y a l'enjeu au niveau de la culture, le choc culturel en arrivant ici, de comprendre le fonctionnement. Et en plus, il y a l'enjeu que notre enfant ne se développe pas au rythme qu'on nous a enseigné ou qu'on a appris, qu'on a peut-être lu dans les livres. J'ai commencé à m'inquiéter, c'était à l'âge de, même avant 1 an, 8-9 mois. Je commençais quand même à m'inquiéter parce que pour l'enfant de 8-9 mois, commence à gazouiller, commence à dire, essayer de dire quelques mots. Toute maman aimerait entendre la voix de sa fille qui parle, qui répond. Par exemple, elle ne répond pas à son prénom jusqu'à présent. La voix que vous venez d'entendre est celle d'une mère monoparentale de 3 enfants. Elle a découvert les défis liés aux besoins particuliers lors de la naissance de sa plus jeune fille. Ma fille on l'a diagnostiquée autiste. Mais jusqu'à présent, je ne savais pas ce que c'était. Mais c'est ce jour-là qu'on m'a brièvement raconté, expliqué c'est quoi les défis d'un enfant autiste, c'est quoi les enjeux. Pour ces enfants, l'accès à un diagnostic et à des services adaptés est essentiel. Mais pour les familles nouvellement arrivées, le processus peut être long. Comme pour cette mère qui a dû faire des démarches et des suivis pendant 1 an avant d'avoir le diagnostic de sa fille de 3 ans. Être mère monoparentale avec 3 enfants, c'est moi qui dois répondre à tous les besoins, les rendez-vous, tout et tout. J'étais débordée. Pour la petite seulement, parfois je peux avoir même 3 rendez-vous dans une seule semaine. Sans compter les autres enfants, si je dois prendre un rendez-vous pour eux chez le médecin, chez le dentiste, c'est moi seule qui dois tout faire. La conciliation travail-famille est une problématique importante en règle générale pour les familles issues de l'immigration. Pour cette mère demandeuse d'asile, c'est l'accès limité aux garderies subventionnées qui a compliqué l'organisation de son quotidien. J'ai dû payer $40 par jour, c'était vraiment dur pour moi. À cause de ça, je me rappelle, j'ai dû arrêter le travail parce que je me suis dit, aller travailler et payer une somme pareille, c'est mieux de rester à la maison pour la garder. Et lorsqu'une garderie subventionnée a finalement été trouvée, c'est la condition de sa fille qui a posé problème. On allait prendre ma fille, mais à cause qu'elle est autiste, on a refusé. Mais je peux dire que quand est-ce que ma fille va être comme ça? Parce que j'aimerais bien l'entendre parler, qui m'appelle maman, qui m'explique ses besoins, qui m'explique sa douleur. À Montréal-Nord, 45,5% des signalements à la DPJ pour les enfants de 0 à 4 ans concernent un risque sérieux de négligence. 38% sont liés à la violence conjugale, des taux bien plus élevés que la moyenne montréalaise. Derrière ces chiffres, il y a des phénomènes et des réalités complexes. Pour plusieurs familles immigrantes, les repères en matière d'éducation sont différents et les normes québécoises peuvent être mal comprises. En discutant avec des chercheuses en matière de protection de la jeunesse, ce qui est ressorti, c'est souvent la complexité du lien entre les familles issues de l'immigration
et les services comme la DPJ. On parle de méfiance et de barrières ethnoculturelles venant de la part des différents systèmes qui entraînent une surreprésentation des minorités visibles dans le système. Des familles qui, sans le vouloir, se retrouvent confrontées à ces grandes institutions comme la DPJ ou le système de la santé, ces institutions qui n'utilisent pas de vocabulaire adapté à leurs référents ou à leurs expériences. C'est d'ailleurs une des nombreuses recommandations du rapport final de la commission Laurent, publié en 2021. Lorsqu'on dit les facteurs de risque des enfants, c'est beaucoup par la négligence et la maltraitance. Admettons qu'il y a certaines communautés, au moment pour éduquer l'enfant, la ceinture fait partie de l'éducation, où il y a des menaces de retour au pays. L'enfant se développe et ça lui fait perdre du temps, si on peut dire ça entre guillemets, et ça peut vite passer comme de la négligence. Parce que l'enfant, normalement, devrait avoir certains outils, certaines stimulations, parce qu'on comprend qu'entre 0 et 5 ans, c'est une période très importante pour l'enfant pour se développer. Je ne pense pas que c'est par mauvaise intention du parent, c'est plus par une question, premièrement, peut-être de crainte et par méconnaissance. L'organisme communautaire Entre Parents met de l'avant différents programmes afin de renforcer les habiletés parentales, offrir un environnement de soutien et réduire considérablement les signalements à la DPJ. Leur plus récent projet a pour nom Mon enfant à défi. C'est un programme qui vise à soutenir les familles ayant des enfants à besoins particuliers. C'est le premier programme du genre dans le quartier. Si un enfant a un diagnostic du trouble du spectre de l'autisme ou une déficience intellectuelle, c'est un diagnostic qui est permanent. Donc ça ne partira pas avec le temps. Donc c'est important de pouvoir investir dans la vie de l'enfant le plus tôt possible pour justement l'aider à progresser. Je comprends les parents parce que j'étais dans cette période-là qui était, je ne veux pas que mon enfant ait de diagnostic parce que j'avais peur de l'étiquette. On m'avait dit qu'il ne parlerait jamais ou qu'il ne saurait jamais lire. Donc maintenant il lit, maintenant il parle, mais ça a été beaucoup de travail. Malgré les obstacles qui sont nombreux, les familles qui fréquentent l'organisme font preuve d'une très grande résilience et de détermination. Grâce à l'appui des différentes organisations du quartier, ces familles peuvent bénéficier de plus de soutien et de services adaptés à leurs besoins. Mais l'amour que j'ai pour elle, c'est quelque chose que je ne peux même pas expliquer. Je ne sais pas que c'est à cause de son... Bon, je ne peux pas dire handicap, de son problème, mais je me sens très attachée à elle.